L'aide arrive. Où est-elle, Monsieur le Président? Bienvenue sur Accès à la vérité sur JNS Télévision. Le soulèvement en Iran a suscité la sympathie mondiale, mais cela ne renverse pas les dictateurs. Aujourd'hui, nous allons examiner l'intérieur de l'Iran, débattre de l'obligation des États-Unis d'intervenir et analyser la légitimité juridique des frappes contre le régime. Ce mot qu'on entend sans cesse. La diplomatie, prononcée par ceux qui ont le luxe de ne pas saigner, la diplomatie depuis des salles de conférences climatisées, avec du Wi-Fi et de la nourriture en abondance. Les Iraniens subissent des tirs dans les rues, n'ont plus accès aux produits essentiels et sont privés d'Internet et de téléphone par le régime depuis plus d'une semaine. Le Sunday Times a obtenu un nouveau rapport de médecins présents sur le terrain en Iran, provenant de 16 services d'urgence à travers le pays. Il rapporte qu'au moins 16 500 manifestants ont été tués et 330 000 ont été blessés. La clinique Nour, seul hôpital ophtalmologique à Téhéran, a recensé 7 000 blessures oculaires causées par des tirs au visage de leur propre gouvernement. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la terreur d'État. Mes propres sources en Iran, avec qui j'ai parlé tout au long de cette semaine, m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu un tel niveau de violence et de brutalité de toute leur vie. Certaines ont vu des centaines de manifestants mourir en quelques minutes à cause de tirs à balles réels. Et que fait la République islamique après avoir massacré son propre peuple? Elle accuse les autres d'ingérence étrangère, alors qu'en réalité, ils importent leur propre violence. Le régime a fait venir 5 000 terroristes d'Irak pour assassiner des Iraniens, utilisant des mercenaires étrangers pour réprimer le soulèvement. Et pourtant, on entend encore que la diplomatie est l'option privilégiée. Êtes-vous dans l'illusion? Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible. Et cela s'adresse à tous les dirigeants du monde. Si votre réponse au massacre de 16 500 civils par leur propre gouvernement, ce sont des négociations, vous n'êtes pas un artisan de la paix, vous êtes un complice. Et oui, je m'adresse directement à vous, Steve Witkoff. Voyons ce qu'il avait à dire cette semaine. J'espère qu'il y aura une résolution diplomatique. Je le souhaite vraiment. Il y a 4 questions. L'enrichissement nucléaire, les missiles. Ils doivent réduire leur stock, la matière réelle qu'ils possèdent, qui est d'environ 2000 kg, enrichie entre 3,67% et 60%. Et les groupes mandataires, bien sûr, et je pense que si l'Iran qui vacille économiquement, c'est une situation assez grave. Il n'y a pas d'eau là-bas. Sur 16 heures actives, l'électricité est coupée 12 heures par jour. L'inflation est probablement bien au-dessus de 50%, ça fait beaucoup de problèmes. Donc je pense que s'ils veulent revenir à la Société des Nations, si nous pouvons résoudre ces 4 problèmes de manière diplomatique, alors ce serait une excellente solution. Et je pense que l'alternative serait mauvaise. Donc, le meurtre de 16 000 personnes n'est même pas un problème pour vous? Le régime n'a ni légitimité ni mandat auprès de son peuple. Que des adolescents meurent, criant dans les rues pour que votre administration les sauve. Ils ne comptent pas dans votre équation des problèmes en Iran. Ou se pourrait-il que vous soyez totalement redevable envers des dictatures islamistes comme le Qatar, qui vous a déjà sauvé auparavant? En tout cas, vos commentaires selon lesquels nous pouvons résoudre cela diplomatiquement ne sont pas naïfs. Ils sont dangereux et ils donnent le feu vert au massacre de civils, et vous continuerez quand même à soutenir leurs oppresseurs. En fait, il paraît que c'est vous qui avez parlé au ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Abbas Araghchi, et obtenu des assurances que les exécutions n'auraient pas lieu. Laissez-moi vous expliquer clairement, Steve. Les responsables de la République islamique sont une mafia de dictateurs meurtriers qui jouent des jeux et massacreront chacun des manifestants arrêtés. Dès qu'un accord est conclu, comment puis-je savoir que c'est la méthode du régime depuis 47 ans? Apparemment, c'est quelque chose que vous avez manqué. Honnêtement, j'ai du mal à croire que tu sois assez naïve pour penser qu'un régime abattrait un avion civil rempli de ses propres citoyens. Parti socialiste 752 est fiable dans toutes ses déclarations. Alors pourquoi continues-tu cette mascarade en prétendant que le régime a la moindre légitimité au sein de la communauté internationale? Pour commencer, pourquoi soutiens-tu les oppresseurs du peuple iranien?
On ne négocie pas avec un régime qui exécute des adolescents la nuit, puis facture les balles aux parents. Aucun accord n'est possible avec un gouvernement qui aveugle ses citoyens pour garder le pouvoir. Les dirigeants mondiaux qui prônent la diplomatie avec la République islamique comme un État normal se trompent fortement. Ce n'est pas le cas, c'est une entreprise criminelle avec un drapeau. On ne peut pas négocier avec un régime qui tue son propre peuple et qui exige ensuite de la sympathie pour les conséquences, car ce régime ne peut pas être réformé. Et il y a 47 ans de preuves à l'appui. Est-ce que tu parlerais de la même façon à propos de Daesh? La seule différence entre Daesh et la République islamique d'Iran, c'est que cette dernière a pu exercer la même sauvagerie pendant 47 ans, pendant que la communauté internationale fait semblant qu'ils sont un régime légitime et les soutient à chaque fois qu'ils sont sur le point de s'effondrer. C'est une lâcheté morale d'une ampleur historique. Et le peuple iranien, il ne demande pas de négociations, il ne demande pas plus d'émissaires, de déclarations ou de condamnations, il réclame une intervention étrangère, des actions, et pourtant des États comme le Qatar parlent à leur place comme si les Iraniens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Tout cela au nom de la stabilité régionale. Or, la meilleure chose pour cette stabilité serait la chute du régime. Soyons honnêtes. Pour le Qatar, cela signifie le contrôle exclusif du pétrole, sujet abordé par Mayra Kay dans l'épisode de cette semaine. Protéger ses intérêts commerciaux et stratégiques pendant que le sang iranien coule dans les rues, c'est ce que veut le Qatar. Ils veulent la stabilité pour eux-mêmes, pas la liberté pour les Iraniens. La diplomatie est la réponse à beaucoup de choses de nos jours. Ce n'est pas la réponse à celle-ci. Pas pour un régime qui a eu 47 ans de sanctions d'avertissement et de concessions, et qui a répondu à tout cela par des exécutions, de la torture et de la terreur, à chaque fois. Pas de retour, ni réforme, ni modération, juste la responsabilité de plus de fausses communes. Cessez de prétendre que les négociations sont morales. C'est de la lâcheté. L'histoire retiendra ceux qui ont parlé pendant que les Iraniens mouraient et ceux qui ont eu le courage d'agir. Et maintenant, je voudrais parler de certaines des options actuelles concernant la situation en Iran. Ce que fait le président Trump actuellement ne semble pas une stratégie claire, mais paraît plutôt instable aux yeux du monde. Président des États-Unis, l'instabilité n'est pas qu'une question de style ou de rhétorique. Cela peut vraiment être une question de vie ou de mort, comme observé cette semaine en Iran, où le peuple manifeste depuis des semaines après le soutien de la Maison-Blanche. Même lorsque l'accès à Internet a été coupé, des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue à la suite de l'appel de Donald Trump à continuer de manifester, et cette aide est en route. Et pendant ces mêmes jours, le plus grand massacre d'Iraniens depuis des années a eu lieu. Plus de 16 000 assassinats et des dizaines de milliers de blessés dans les rues. Alors que les Iraniens avaient besoin de clarté et de leadership, le message de Washington s'est soudain tu. C'est inacceptable et je vous demande, comment pouvez-vous accepter, Monsieur le Président, que plus de 16 000 personnes aient été tuées dans les rues? Pourtant, vous revendiquez un succès parce que 800 exécutions auraient soi-disant été annulées, ce que même le régime lui-même nie désormais avoir jamais fait. Rien de tout cela n'est logique, mais ne vous fiez pas seulement à moi. Voici ce qu'a déclaré le procureur en chef de Téhéran, Ali Salehi. Le président des États-Unis, Trump, a tweeté et remercié, disant qu'il n'était pas déçu des 800 personnes qui participaient à ces manifestations. Trump raconte toujours beaucoup de bêtises inutiles et il a tort. Notre approche est la même, une réaction ferme, dissuasive et rapide, et maintenant un grand nombre de ces dossiers ont abouti à l'émission d'un acte d'accusation et ont été envoyés au tribunal. Oui, on ne dirait pas vraiment qu'ils annulent des exécutions, mais voilà, si tu n'es pas prête à intervenir et à agir, dire aux gens de risquer leur vie contre un régime brutal, c'est parfois mieux de se taire. Même si tu agis ou qu'il y a un plan qu'on ne voit pas encore. Les paroles d'un président ne sont pas insignifiantes. Elles ne sont pas seulement symboliques. Ce sont des signaux autour desquels les gens prennent des décisions de vie ou de mort. Les paroles de la présidente des États-Unis pèsent plus que toute autre voix sur Terre. Plus que la première ministre Netanyahou ou le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi. Parce que la présidente Trump a plus de capacité à influencer ces événements que n'importe quelle autre personne vivante. Et elle dispose également de toute la puissance de la plus forte armée du monde. Et cela signifie que, oui, il a une obligation morale de comprendre les conséquences des messages contradictoires.
Plus inquiétant encore, l'administration a repris les arguments du régime pour expliquer le retard, affirmant que les exécutions étaient annulées. Quiconque a couvert la République islamique sait ce que cela signifie. Le silence est une tactique de retardement. Le mensonge est une politique pour le régime, et ce ne sont pas seulement les analystes qui le disent. Comme je l'ai montré, la procureure en chef de Téhéran a publiquement nié que les exécutions avaient été annulées. En même temps, Khamenei a passé des jours à blâmer le président Trump pour le fait que ses propres forces exécutaient et tuaient des Iraniens. Les médias d'État ont diffusé une nouvelle menace de mort contre la présidente des États-Unis. Pourquoi continuer ce jeu? Ce régime ne réforme rien car ses racines sont corrompues. Ce n'est pas un échec politique, mais systémique. Un système fondé sur la violence et la prise d'otages, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et d'une certaine manière, cela devient encore plus absurde. La semaine dernière, des responsables du régime iranien sont allés dans les médias occidentaux pour qualifier leur peuple de terroristes et d'agents étrangers. Alors que le pays subit une coupure totale d'Internet, plus de 80 millions de personnes sont isolées, incapables de communiquer ou de s'exprimer. En Iran, il existe un phénomène appelé carte SIM blanche. Ce sont des cartes SIM gouvernementales réservées aux privilégiés du régime pour accéder au monde extérieur. Une sorte d'apartheid numérique. Cela conduit, excusez-moi, à un monopole du récit. Et cette semaine, le régime a annoncé qu'il prévoyait de maintenir l'accès à Internet coupé pour le public au moins jusqu'en mars, ce qui signifie que cela pourrait devenir permanent. Ce qui signifie que la seule voix que le monde entendra sera celle des bourreaux. Ce n'est pas quelque chose que le président des États-Unis, le chef du monde libre, devrait jamais tolérer. Il est encore trop tôt pour affirmer si cela restera une trahison historique du peuple iranien. Il pourrait encore y avoir une action, j'espère vraiment que ce sera le cas. Nous pouvons cependant affirmer qu'une grande quantité de dégâts a déjà été causée par les volte-face et signaux contradictoires. Et ces dégâts ont été payés avec le sang des Iraniens. Président Trump, si vous n'agissez pas, vous regarderez ce moment avec regret. Vous seul pouvez arrêter ce massacre. N'en faites pas un moment où les générations futures demanderont pourquoi nous n'avons pas agi. Pourquoi n'avons-nous pas bombardé les rails d'Auschwitz? Pourquoi? Il faut agir maintenant. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer un concept clé du droit international lié à la situation en Iran, la responsabilité de protéger. On dit souvent R2P aujourd'hui. Cette norme mondiale a été adoptée à l'unanimité par tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies en 2005 après l'échec catastrophique de la communauté internationale à empêcher le génocide au Rwanda et les atrocités de masse en Bosnie. Elle a été créée pour répondre à une question que le monde avait évitée pendant bien trop longtemps. Que se passe-t-il lorsqu'un gouvernement devient une menace pour son propre peuple? La R2P implique un changement essentiel dans la conception de la souveraineté nationale. La souveraineté implique une responsabilité, non un prétexte au massacre de masse. La légitimité d'un État vient de la protection de sa population, pas du contrôle du territoire ou, dans ce cas, de l'exportation d'une idéologie terroriste à tout prix. Selon la responsabilité de protéger, chaque État doit protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Ce ne sont pas des termes politiques, ce sont de véritables catégories juridiques définies par le droit international. La responsabilité de protéger s'applique quand un État ne peut ou ne veut protéger sa population, ou commet lui-même ses crimes. Il perd alors son droit à la non-ingérence. Et la responsabilité passe à la communauté internationale. La responsabilité de protéger n'est pas une action unique. C'est en réalité un cadre à 3 piliers. Le premier pilier, c'est la prévention. Cela inclut la diplomatie, la pression économique, les sanctions, les embargos sur les armes, l'isolement international, le soutien à la société civile, ce genre de choses. L'objectif est d'éviter les atrocités dès le départ. Concernant l'Iran, nous avons tenté, mais la République islamique n'a pas modifié son comportement. Maintenant, le deuxième pilier, c'est la protection. Maintenant, cela peut inclure des couloirs humanitaires, des zones de sécurité, des missions de surveillance internationale et des mesures de protection des civils lorsqu'un État est incapable ou refuse de le faire. En Iran, il est très difficile d'appliquer cela sans action cinétique préalable, d'où la réponse du troisième pilier. C'est le pilier le plus controversé et aussi le plus mal compris de la R2P. En cas d'atrocité de masse et d'échec des moyens pacifiques,
La R2P autorise, voire impose, une action collective, y compris militaire, en dernier recours. L'action doit être collective, proportionnée et protéger les civils, sans viser l'occupation ou des intérêts impérialistes. La R2P n'exige pas une invasion massive. Elle peut inclure des frappes limitées, des zones d'exclusion aérienne, des blocus, des opérations cyber ou d'autres mesures pour stopper les tueries et dissuader d'autres crimes. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La R2P existe car l'inaction n'est pas neutre ici. Quand le monde choisit l'inaction face à des atrocités de masse, il prend la décision que ses vies ne comptent pas assez. Défendre, avoir la responsabilité de protéger, ne signifie pas que la guerre est la première option. Quand un régime fait la guerre à son peuple, le monde ne peut se retrancher derrière des frontières, des lois ou de simples préoccupations. La R2P, c'est l'idée que plus jamais ça n'est pas qu'un slogan mais un engagement. Ignorer cet engagement entraîne des conséquences graves, comme des charniers, exactement comme nous le voyons aujourd'hui en Iran. La vérité, c'est que le temps de la prudence est révolu sur cette question. Le régime islamique est un régime illégitime, et il est maintenant temps d'arrêter de parler et de commencer à agir. Cette semaine, nous rencontrons une militante iranienne remarquable, fondatrice de la République athée, Armin Navabi. Armin a couvert en direct chaque jour le soulèvement en Iran, restant en contact avec les Iraniens sur place concernant l'ampleur du massacre et les véritables attentes du peuple iranien. Restez à l'écoute plus tard cette semaine pour cette conversation qui nous donnera un accès exclusif à l'ambiance sur le terrain et aux défis en Iran. Avant de conclure, voici le bon, le mauvais et le laid. Cette semaine, la note positive vient, étonnamment, des couloirs des Nations Unies. Elle concerne Ahmed Batebi, qui a payé un lourd tribut pour avoir dit la vérité. C'est l'une des figures emblématiques du mouvement étudiant iranien. En 1999, sa photo tenant une chemise ensanglantée après la répression du régime contre les étudiants a choqué le monde. Arrêté, torturé et condamné à mort, sa peine a été commuée après un tollé international. Après des années de prison, il s'est échappé d'Iran. Cette semaine, il a pris la parole à l'Organisation des Nations Unies pour représenter ceux qui ne le peuvent pas face aux responsables de la République islamique. Il a parlé au nom des morts, des emprisonnés, des aveuglés et des réduits au silence, et il a parlé avec une clarté morale et un courage inébranlable. Regardez ses propos. Je suis Ahmad Batibi, journaliste et défenseur des droits de l'homme irano-américain. Il y a quelques années, étudiant, le régime iranien m'a emprisonné pour avoir manifesté comme ce qu'on voit aujourd'hui en Iran. Ils m'ont envoyé en prison, ils m'ont gardé 2 ans à l'isolement, ils m'ont torturé. De nombreuses tortures, y compris des simulacres d'exécution. Ils ont tué d'autres personnes et m'ont gardé là. J'ai été témoin de tout cela. Comment ils mouraient pour me torturer. Ils ont coupé mon corps et salé mes blessures. Je peux vous montrer, si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer mon corps tout de suite pour voir les traces de ces coupures. C'est l'une des raisons. L'une de leurs exigences était de me présenter devant la caméra de la télévision d'État pour dire aux gens que je suis un espion des États-Unis. Situation identique à celle en Iran actuellement. À la télévision d'État, on voit de nombreux innocents. Quand nous parlons du régime iranien, nous ne parlons pas d'un régime normal, nous parlons d'une secte démoniaque. Ils ont leur propre idéologie, ils ont des armes, ils ont de l'argent, et leur mission est d'exporter cette idéologie vers d'autres pays. Je ne veux pas parler des détails, mais c'est leur mission. Je suis là devant vous. Tu as essayé de me tuer, mais tu n'as pas pu. Tu ne peux pas tuer tout le monde. Ne riez pas, monsieur, ne vous moquez pas, parce qu'un jour viendra où nous serons au-dessus de ta tête et tu devras aller au tribunal et répondre de tout ce que tu fais ici aujourd'hui. Monsieur Ahmed est une voix courageuse et un défenseur d'Israël et des relations Iran-Israël depuis longtemps. Je veux simplement dire que c'est un ami très cher et le voir parler ici me le rappelle. Le régime peut emprisonner des corps, mais il ne pourra jamais tuer la vérité. Notre mauvaise nouvelle de la semaine reste l'ampleur des corps et des images inoubliables pour le monde. Les images d'Iran montraient des rues transformées en zones de massacre, couvertes de sang, avec des familles cherchant des proches disparus. Par centaines, voire par milliers, les chiffres seuls sont stupéfiants,
mais c'est le schéma qui me choque le plus. Des victimes auraient été abattues à l'intérieur même des hôpitaux, d'autres se sont vus refuser des soins médicaux ou ont été retirés des soins par les forces de sécurité. Les ambulances servaient à transporter le personnel du régime, non les patients. Médecins et infirmières ont été menacés pour avoir soigné des manifestants blessés. Toutes ces violations flagrantes du droit international, y compris des protections élémentaires pour les civils et établissements médicaux. Observez ces scènes et comprenez le vrai sens de massacre. Maintenant, le plus triste dans tout ça, c'est que ces images ne sont même pas les pires. Des familles sont obligées de fouiller des tas de corps et de payer 1 milliard de tomans. Elles sont forcées de signer de fausses confessions disant que leurs proches ont été tués par des manifestants ou faisaient partie du régime juste pour récupérer et enterrer les corps. Des scènes horribles se passent en Iran. Enfin, notre histoire la plus choquante. Un rapport bouleversant du Royaume-Uni. Voyons d'abord ce qu'a dit l'ex-député britannique Bill Ramell. Je fais partie du groupe de politique étrangère travailliste et j'ai reçu un rapport juste avant que nous passions à l'antenne ce soir. Je précise que cela reste à vérifier, mais ce rapport, crédible pour moi, indique que la prison de la ville est surpeuplée de manifestants arrêtés. Les couloirs du tribunal sont bondés de familles de détenus, sans qu'aucun avocat ne puisse défendre les arrêtés. On pense qu'une substance chimique toxique a été utilisée contre les manifestants, entraînant la mort de certains blessés quelques jours après. Le nombre de morts et blessés est très élevé. Si c'est vrai, c'est extrêmement préoccupant. Si cela est vrai, comme l'a dit Bill, c'est une escalade majeure et une violation du droit international. Ce rapport s'appuie désormais uniquement sur des sources médicales et des témoignages. Les manifestants ont souffert de détresse respiratoire, de brûlures, de désorientation et de perte de conscience après le déploiement d'une substance inconnue par les forces de sécurité dans des zones bondées. Les médecins ont signalé des symptômes compatibles avec une exposition à des produits chimiques. Les patients, sans blessures traumatiques, avaient des difficultés à respirer. L'accès aux tests et traitements était restreint, les hôpitaux encerclés et le personnel médical menacé. Quelques jours plus tard, certains manifestants sont morts. Si confirmé, ce serait une grave escalade. C'est encore une violation du droit international, y compris la Convention sur les armes chimiques qui en interdit tout usage. Ce n'est pas la première fois que la République islamique agit ainsi. Lors des manifestations pour Mahsa Amini, ils ont lancé des grenades lacrymogènes sur des adolescentes pour réprimer la protestation. Dans le système éducatif, ils n'ont jamais vraiment été tenus responsables. Et ma question maintenant est, combien de temps des choses comme ça vont-elles continuer avant que le monde ait enfin le courage d'agir correctement? Nous devons conclure l'épisode de cette semaine. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de mises à jour sur la situation en Iran, y compris des interviews et d'autres histoires d'ici, en Israël. N'oubliez pas de regarder cette semaine pour écouter l'interview avec l'incroyable Armin Navabi plus tard cette semaine sur JNS Télévision. Je suis Émilie Schrader. Assurez-vous de me suivre sur les réseaux sociaux. Émilie Kay Schrader, aussi appelée Émilie à Tel Aviv, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans Access of Truth.